Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs des Bougna Today Télévision, bonsoir peut-être, bonjour, tout dépendra du moment auquel vous prendrez le temps de suivre cette émission. Et moi, jour pour jour, depuis que nous sommes séparés, mais je me rappelle la récente, la dernière émission, il s'agissait de la campagne électorale pour les élections sénatoriales qui venaient de se passer au mois de mai. Et aujourd'hui, j'ai encore le plaisir de recevoir l'acteur politique Lick Malembe, qui dorénavant était dans l'opposition. Cette fois-ci, je les reçois comme membre de la majorité présidentielle. Lick, bon après-midi. Bon après-midi, mais je suis juste encore à la porte de l'Union sacrée. Je ne suis pas encore entré. Non, mais les informations sur lesquelles vous êtes déjà dans Birek. Je suis à la porte de l'Union sacrée. D'accord, merci de nous honorer cet après-midi. Nous allons partir une fois de plus avec le débat comme vous les constatez. Patrick Ndibou, c'est moi derrière la caméra. Ce James est Difaz qui nous fait parvenir chez vous. Mais nous vous demandons de bien vous abonner pour ne pas rater aucune de nos émissions sur Internet. Nous allons parler de l'élection du nouveau président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri qui vient de se passer aujourd'hui. Et Sami Jakonga, si je n'ai pas abusé de son nom. On va parler un peu du rapport de l'ONU sur le groupe armé qui continue encore à collaborer avec les forces étrangères. Et on va chiter avec l'attaque des Lodja. C'est ça, oui? Lodjo, voilà. Ce sont les 3 points que nous allons essayer d'aborder dans 20 ou 25 minutes. Lick, on commence avec l'élection de Sami de l'AFDC. Après, ça a raté lors des premières élections. Cette fois-ci, c'est la meilleure. Il est désormais le nouveau président de l'Assemblée provinciale. Quelle est votre satisfaction pour le moment? Bon, il faut commencer par rappeler à ceux qui nous suivent que l'Assemblée provinciale n'avait plus de président depuis quelques jours, après que la Cour d'appel de l'Ituri ait invalidé tous les députés du MLC, y compris l'ancien président du bureau, l'honorable Djaladjek. Donc il était nécessaire qu'avant que l'Assemblée ne clôture sa session ordinaire d'ici les 22, ou je crois que c'est demain qui clôture, il était nécessaire qu'il procède à l'élection des nouveaux présidents. Et comme vous savez, l'honorable Sami Jakonga était déjà le candidat de l'Union sacrée aux dernières élections. Mais bon, comme les élections au second degré ont leur logique, il avait été battu par M. Djaladjek qui était un indépendant, mais du MLC. Et donc voilà que la justice de Dieu l'a réhabilité, le poste est revenu à lui. Et maintenant, il a été candidat unique parce que les autres savaient que c'était une peine perdue de postuler, vu qu'il était deuxième aux dernières élections. Il avait déjà un bon nombre de députés acquis à sa cause. Et au niveau de leur union sacrée, ils ont décidé qu'on lui donne seulement la chance. Et il était candidat unique. Et c'est comme ça que sans surprise, il a été massivement élu avec 40 voix sur 45 votants. Donc je connais personnellement l'honorable Sami. Et c'est un homme modéré, c'est un homme non conflictuel, parce que nous avons justement besoin d'un président qui va maintenir l'harmonie entre les deux institutions de la province, l'Assemblée et le gouvernement provincial, encore que nous sommes sous état de siège. Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale de l'Ituri est composée uniquement de la mouvance présidentielle. Il n'y a aucun député de l'opposition, du moins que je me trompe, mais que je sache, non. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore constaté qu'il s'agissait d'un candidat unique? Pouvons-nous parler vraiment des élections sur ce qui s'est passé? Bon, écoutez, ce qui s'est passé aux élections de 2018, c'est bon, notre peuple n'a pas voté, en tout cas tous les candidats députés provinciaux de l'opposition. Bon, nous d'abord à la Mouka, à cette époque où j'étais à la Mouka, on n'a pas postulé. Et les FCC de Joseph Kabila n'a pas postulé. Les seuls partis de l'opposition qui a aligné des candidats, c'était Ensemble. Et ils n'ont eu qu'un seul député national en Ituri, 0 en province.
Et donc, on a pour la première fois une assemblée monocolore, sans opposition. Et à l'époque, vous vous rappelez que moi, j'avais dit que bon, ce bureau qu'ils ont constitué allait être illégal s'il n'y a pas l'opposition. Je leur avais même proposé de me coopter, moi, les leaders de l'opposition, pour se conformer à la loi. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont formé un bureau monocolore, sans femmes et sans opposition. En tout cas, ces critiques demeurent sur ce bureau de l'Assemblée. Mais bon, parce qu'on doit faire avec, c'est le bureau de notre Assemblée, donc on fait avec. Voilà. Parce que vous parlez qu'on doit faire avec, sous état de siège, une mesure faite, proposée ou peut-être imposée par le chef de l'État par une ordonnance. Aujourd'hui, l'état de siège est en train de faire son bon chemin. Est-ce qu'il y aura-t-il une collaboration franche entre le gouverneur militaire et Sami Jakonga, je n'abuse pas de son nom, parce que la fois passée, on a constaté un bras de fer plutôt des injures entre le gouverneur et l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Pensez-vous que cette fois-ci, il y aura quand même une collaboration en bonne et due forme entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale? Non, c'est le souhait de toute la population de l'Ituri. On n'a plus besoin d'assister à ces scénarios de guerre politique entre l'Assemblée et le gouvernement. Encore qu'ici, la différence c'est que nous sommes sous état de siège et les militaires qui sont au pouvoir, ils s'en foutent de tout ça. Et donc c'est inutile de mener une guerre contre les militaires qui sont au pouvoir parce que vous ne pouvez pas les contrôler, vous ne pouvez pas voter une motion contre eux, vous ne pouvez rien. Vous voyez qu'à cette époque, la guerre était là parce que l'Assemblée était dans tous ses pouvoirs. Elle pouvait faire partir un gouverneur, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est une guerre inutile qu'il ne faut même pas oser. Encore que nous ne savons pas l'avenir de cette Assemblée jusque-là. Et ils vont clôturer l'Assemblée, la session de mars. Alors, pour aller en vacances, est-ce que ça sera définitivement rentrer en veilleuse pour attendre la levée de l'état de siège? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont rentrer à la rentrée de septembre comme toutes les autres assemblées provinciales du pays? On ne sait pas. Donc, ce sont des questions qui restent pendantes. Mais je connais l'honorable Sami Jakonga. C'est un homme mesuré. C'est un homme équilibré et qui ne pourra pas se verser dans ce genre de guerre inutile. Encore que qu'est-ce qui va gagner? On ne mène pas de guerre où on ne peut rien gagner. Une guerre contre le gouverneur Luboya aujourd'hui, ça n'a pas de sens parce que déjà, même dans l'opinion, Luboya gagne des points pour le travail qu'il fait en termes de développement des infrastructures. Même au plan sécuritaire, les choses évoluent. C'est vrai que la situation n'est pas encore totalement maîtrisée à Djougou, mais il ne faut pas limiter l'Ituri au territoire de Djougou. Il faut se rappeler que quand Luboya est arrivé, Iromo était sous le feu et le sang, Mahagi aussi, et Mambasa. Et aujourd'hui, Iromo, Mahagi, ça fonctionne. Alors, Mambasa, c'est les ADF dont le commandement ne dépend pas de l'état de siège, et les problèmes restent Djougou. Et donc, il ne faut pas limiter l'Ituri au seul territoire de Djougou où les gens jusque-là refusent de comprendre la nécessité de faire la paix. Merci très cher Lick, merci pour ta première analyse sur ce premier sujet. Nous allons prendre le récent rapport de l'ONU qui vient d'être publié, citant ainsi les deux groupes armés Codeco en osmose avec Zaïre, qui Zaïre est cité dans ces rapports des mèches ou des collaborations avec le mouvement M23. Ça refait encore surface. Ça, c'est la deuxième fois que Zaïre est cité dans ce rapport toujours de l'ONU. Est-ce que, en tant qu'acteur politique et leader d'opinion, vous vous sentez déjà lésé du fait que ce sont le fils du pays qui cherchent à comploter contre leur propre pays? Alors, vous savez, monsieur le journaliste, il y a des gens dans cette province qui devaient avoir honte et aller se cacher de honte. Lorsque le premier rapport des experts de l'ONU sort et cite l'existence d'un groupe armé dénommé Zaïre à Djougou. Mais je vous dis, les gens ont nié tout ça ici.
Les gens ont injuré les experts de l'ONU, ils les ont accusés de tous les maux. Ils avaient dit que c'était en 2020, je me rappelle, que ce sont l'ONU, c'est les Nations Unies, c'est la MONUSCO qui alimente les conflits ici, et tout ce qu'ils ont écrit est faux. Alors, une année après, les experts sortent un deuxième rapport. Ils incriminent l'existence du groupe armé Zaïre. Les gens nient. Mais vous aviez vu vous-même le groupe armé Zaïre venir ici, en janvier dernier, venir au stade des Pau pour dire qu'il venait signer, c'est pas des actes d'engagement. Vous avez vu Zaïre aller à Kinshasa avec tous les autres groupes armés, Codeco, FRPI, Tchini-Akilima et tout ça. Vous avez vu Zaïre signer en présence de Jean-Pierre Bemba un document d'engagement à la paix de tous les groupes armés. On n'a pas dit qu'il y avait autodéfense dedans. Parce que s'il y a vraiment autodéfense, ça ne peut pas signer un même document que les groupes armés. Si tous ont signé un même document, c'est parce que justement, tous sont des groupes de milices. Mais les gens ont nié leur existence ici. Alors, aujourd'hui, maintenant, les récents rapports des experts de l'ONU que je venais de parcourir donnent des informations accablantes, monsieur le journaliste. Les rapports selon les experts de l'ONU. Et moi, j'ai fait confiance à ces rapports. Je sais qu'encore une fois, ils vont nier, comme ils ont toujours nié. Et nous, on sait que c'est vrai. Écoutez, les experts ne vivent pas ici à Bunia. Comment vous faites confiance à totalité sur ces rapports? Ils nous avaient déjà révélé l'existence du groupe armé Zaïre en 2020. Toi et moi, on était ici, on ne le savait pas. Pour connaître ce qui se passe, on n'a pas besoin d'être ici. Ils ont des sources. Mais vous avez vu ce groupe venir ici. Aujourd'hui, ils nous disent que Zaïre entretient des rapports avec les M23. Ici, des responsables des Zaïre qui auraient quitté ici pour aller rencontrer Corneille Nangaa à Kampala. Ici, des armements qui seraient en train de venir de l'Ouganda et du Rwanda, qui seraient stockés à Mbidjo, à Lodjo et pour le compte des Zaïre. Le même rapport cite Codeco, qui jusqu'aujourd'hui continue à attaquer des villages. Aujourd'hui et hier, la localité a été attaquée par Codeco, qui vient s'affronter avec Zaïre. Codeco, hier, c'était 7 morts. Aujourd'hui, on nous parle de plus d'une dizaine de morts, y compris des militaires FARDC. Alors, ce que moi j'ai à demander maintenant aujourd'hui, c'est que l'armée doit prendre le contrôle de la localité de Lodjo et faire partir toutes les milices là-bas. Et Zaïre et Codeco, toutes doivent partir. D'abord, moi, je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas autodéfense à Djougou. Si vous voulez nous dire qu'il y a autodéfense, pourquoi alors Zaïre n'a jamais empêché une attaque de Codeco? Codeco attaque partout à Djougou et tue comme elle veut, même en présence de Zaïre. Zaïre n'a jamais empêché une attaque de Codeco. Là où Zaïre a attaqué aujourd'hui à Lodjo, c'est les bastions même de Zaïre. Il y a des commandants de nos connus des Zaïre qui sont là-bas. Mais ils sont où? Ils ont fui. D'après la population locale, ils ont fui. Ils ont laissé la population dans les griffes de Codeco. Donc ce n'est pas des autodéfenses, ce sont des orpailleurs, je vous l'ai toujours dit. Tous ces gens ne sont là qu'à chercher de l'or ça et là. Et il n'y a rien d'autodéfense à Djougou. Donc que ce soit Codeco, que ce soit Zaïre, tous sont des groupes criminels. Personne ne défend la population ici et tous sont à la recherche de l'or. C'est pourquoi tu as vu le combat que je mène. J'ai toujours exigé la suspension momentanée de l'exploitation de l'or à Djougou. Qu'on puisse évacuer toutes ces histoires qu'on appelle machines Poquelin d'abord à Djougou, qui sont aujourd'hui la cause principale du financement des deux groupes armés. On ne veut pas m'écouter. On ne veut pas m'écouter parce que beaucoup de gens sont dans cette histoire de l'or. Beaucoup de gens, y compris des officiers de l'armée, tout le monde, des opérateurs économiques ici, tout le monde tire profit et ce sont nos populations qui doivent mourir chaque jour. Donc j'exige que l'armée prenne le contrôle de Lodjo, qu'aucune milice ne soit plus admise là-bas. Vous venez de voir, monsieur le journaliste, un document de l'auditorat qui cite des noms des officiers de l'armée qui ont vendu les nouvelles tenues des FARDC qu'on vient de voir ici. Les officiers des officiers de l'armée ont vendu ces terrains, ces tenues militaires plutôt au groupe Zaïre. Pas plus tard qu'il y a quelques jours,
j'ai été alerté par les habitants dans les localités sous contrôle des Zaïre qu'on a vu ces gens en train de porter la nouvelle tenue FARDC. La même tenue qu'on venait de doter au FARDC. Elle est entre les mains des Zaïre. Écoutez, très cher Ligue, aujourd'hui, bon, on a l'impression de se retrouver dans un Congo où tout est permis. Est-ce que vous trouvez normal le gouvernement central mobilise les fonds pour l'achat des tennis, ces tennis qui sont destinés aux forces loyales de la République? Quelques individus se mobilisent de leur part pour vendre ces tennis. Ne voyez-vous pas que l'État est en train de céder toute sa souveraineté entre les mains des individus? Voilà pourquoi on se rappelle qu'il n'y a pas longtemps, on a réactivé l'application de la peine de mort dans notre pays. Voilà des candidats. J'ai vu une liste d'officiers. Ce que nous attendons, c'est que ces gens soient condamnés à mort. Condamnés, exécutés, on ne veut plus qu'on nous parle des gens qui sont en prison, non, parce qu'ils vont sortir de prison. Est-ce qu'ils ont le sens du patriotisme? Non, c'est des criminels qui sont cachés au sein de notre armée. Vous voyez, des gens qui n'ont pas la honte de prendre une tenue de nos forces armées, aller la vendre aux groupes armés en échange de l'or. Tout ça, c'est l'or. Je vous ai dit, suspendez-nous d'abord cette histoire de l'or à Djougou. Vous ne voulez pas écouter. Les gens ne veulent pas écouter. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas régler la question de Djougou sans avoir d'abord le contrôle de l'or. On ne veut pas écouter parce que beaucoup de gens y tirent profit. Donc, ce que j'exige aujourd'hui, c'est la condamnation à mort de tous ces officiers dont nous venons de voir la liste, qui ont erré. En tout cas, si ils vont être reconnus coupables par un jugement, qu'ils soient les premiers à subir la peine de mort. Sinon, ça n'a pas de sens d'avoir réactivé une peine de mort qu'on n'a jamais exécutée. Parce que nous sommes en train de parler du rapport des experts de l'ONU qui cite Zaïre, Codeco, mais la question que moi je me pose et je me pose et puis je vais vous la poser et de savoir jusqu'où irons-nous avec ces deux faits d'orlotement du gouvernement à l'égard des groupes armés, la main tendue du chef de l'État, les signatures des actes d'engagement. Jusqu'où irons-nous? Parce que Mbemba venait d'être ici il n'y a pas 2 mois, bien qu'il n'est plus ministre de la Défense, mais on constate que on ne fait que faire le cercle vicieux, s'il faut parler d'une manière philosophique. En tant qu'analyste, jusqu'où l'État peut-il encore continuer à regarder sans réagir? Écoutez, il faut faire la différence entre la guerre, par exemple, comme celle qu'il y a au Nord Kivu et la guerre de l'Ituri. Au Nord Kivu, c'est un pays étranger, le Rwanda, qui veut agresser une partie de notre pays pour le balkaniser. Et la seule réponse qu'on peut réserver à ça, c'est la guerre. Parce qu'il s'agit ici de l'intégrité de notre territoire qui est menacée. Mais pour ce qui est de Djougou, il n'y a aucun étranger parmi ces gens qui tuent. Ce sont des Itouriens, de nos frères congolais Itouriens qui sont en train de s'entretuer là-bas. Alors, et le problème, la complexité de cette question, c'est que toutes ces milices vivent au sein de leur communauté. Quand vous arrivez à Djougou, il est difficile de faire la différence entre les Codeco miliciens et la population civile lendo. Parce qu'ils vivent dans la communauté lendo. De l'autre côté, chez Zaïre, c'est difficile de faire la différence entre le milicien Zaïre et les habitants civils. D'ailleurs, je t'informe qu'à Djougou, dans les entités contrôlées par Zaïre, tous les présidents des jeunes sont des commandants Zaïre. Ils sont sous la responsabilité du Conseil provincial de la jeunesse? Non, je ne sais pas. Tout ce que vous appelez comme jeunes, à Djougou là, ce sont des commandants Zaïre. Donc vous comprenez la grande complicité qu'il y a entre la population locale et la milice. Alors dans cette condition, l'armée ne peut pas facilement venir avec des armes, avec des avions. Si vous dites que vous allez venir dans cette condition-là, c'est que vous allez exterminer même la population civile. Mais quelle sera la solution? Alors la solution, elle est non militaire. Et moi, j'appuie cette démarche que l'État de siège et même le gouvernement central ont entamée. La solution à la crise de Djougou est non militaire. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'utiliser la force contre les miliciens sans faire des victimes collatérales parmi les populations civiles. Nous n'allons pas accepter qu'on extermine toute la population de Djougou parce qu'on veut exterminer Codeco. Vous voyez? Même en Afghanistan, vous avez vu l'armée américaine, la plus puissante au monde, fuir.
l'Afghanistan après y avoir passé 20 ans parce que les talibans avaient le soutien de leurs habitants. C'est impossible dans une telle condition. Aucune armée au monde ne peut venir ouvrir les feux sur une population où il y a des miliciens qui sont mêlés à la population et vous exterminez tout le monde. Aucune armée au monde ne le fera. Donc la solution elle est non militaire. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il faut commencer par couper la chaîne de financement de ces deux groupes armés. C'est l'or. Voilà pourquoi je suis en train de plaider pour qu'on puisse suspendre d'abord l'exploitation de l'or, ordonner le retrait de tout ce qu'il y a comme machine Poclin à Djougou. C'est ça le nœud du problème. Ce sont ces Poclins qui entrent, qui sont importés par les opérateurs économiques de Bunia ici, mais ils sont en train d'exploiter de l'or dans des zones sous contrôle des groupes armés Zaïre et Codeco. Et tous ces Poclins, les propriétaires, les opérateurs économiques, ils financent les groupes armés. Tous se partagent la production avec les groupes armés. Et c'est ça le problème. Donc si aujourd'hui Codeco ne peut pas quitter, c'est parce qu'il y a de l'or. Ils s'enrichissent énormément. Aujourd'hui, ils ont attaqué l'audio. C'est pour faire quoi? C'est pour piller de l'or. Mais ils vont aller vendre où? Dans cette ville. Donc vous comprenez toute la complexité de la situation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas attendre que Zaïre puisse quitter là-bas. Non, ils sont assis sur une mine d'or et d'argent, cher ami. Ils sont en train d'acheter des hôtels luxueux dans cette ville. Pour des démonstrations. Voilà, d'argent. Alors vous croyez qu'ils vont venir comme ça, venir déposer les armes, ils ne le feront pas. Mais si vous coupez l'or, il n'y a plus de l'or, il n'y a rien. Mon village est chez lui. Si on coupe l'or, je vous dis que ces gens vont regagner chacun son village et faire les champs exactement comme les Tchini à Kilima le font aujourd'hui dans leurs entités d'Iromo. Merci très cher Lick. Très chers téléspectateurs des Bunia de télévision, vous êtes en train de suivre avec nous le différent sujets abordés avec Lick Malembe, l'habitué de cette émission. Avec lui, on a commencé avec la question portant sur l'élection du nouveau président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, Sami Jakonga. Et puis, nous avons abordé la question du rapport des experts de l'ONU qui citent les groupes armés Zaïre qui seraient en osmose, peut-être en mèche, de mèche plutôt avec le groupe armé M23. Et nous sommes en train de chiter, s'il ne faut pas dire, nous chitons déjà. Lick Malembe, vous venez de parcourir tout le DCG. Un mot de plus, peut-être ce que nous n'avons pas eu à soulever avant que nous nous séparons pour cette émission. Donc par rapport à ces récents rapports des experts de l'ONU, écoutez, c'est clair qu'il y a un groupe armé chez nous ici qui est en train de prêter main forte au M23. Les rapports disent que des miliciens de Zaïre ont quitté ici pour aller suivre la formation à Bunagana, au nord Kivu, du M23, passant par l'Ouganda. Écoutez, j'exige des arrestations dans cette affaire. La vérité, c'est que nous ne voulons pas de M23 ici. Le M23 ne va pas venir ici, nous ne l'accepterons pas. À cause d'un groupe de gens qui sont manipulés, qui veulent, je ne sais pas quoi, qui on a trompé, qui seront des présidents de l'Ituri. L'Ituri n'est plus l'Ituri de 99-2003 ici. Personne ne va être président ici. L'Ituri fait une partie intégrante de la République démocratique du Congo et la population de l'Ituri n'a jamais envoyé quelqu'un aller chercher des envahisseurs qu'on veut devenir un État. L'Ituri, quel est cet Iturien qui a demandé de devenir un pays? Déjà, même pour être une province, nous n'avons pas encore réussi. Comment nous serons un pays? Nous n'avons pas jusque-là la capacité de nous diriger. Mettez un gouverneur Hema là-bas, les Lendou vont le refuser. Mettez un gouverneur Lendou là-bas, les Hema vont le refuser. Mettez un gouverneur à Lour là-bas, les autres vont le refuser. Les G5 ici, les G, je ne sais pas combien ici. Les G5 existent toujours? Je ne sais pas, je crois qu'ils, je ne sais pas s'ils sont partis où. Mais en tout cas, on a encore un problème sur lequel il faut travailler pour nous accepter d'abord. Et quelqu'un va nous dire on veut devenir un pays. Mais quand on va devenir un pays, qui va les diriger? Parce que si vous savez qu'ils sont en train d'aller comploter avec le Rwanda là-bas, mais qu'ils osent venir ici, ils auront tous les Ituriens derrière eux. Vous voyez, ils n'ont pas le soutien de tout le monde. Vous croyez vraiment qu'il y a un seul monsieur ou un groupe de 3 personnes, vous allez amener les Rwandais ici et tous ces autres Ituriens vont vous laisser? Et puis il y a une autre donne. Au-delà des communautés originaires de l'Ituri, il y a les non-originaires qui sont devenus une force importante dans cette province. Vous avez vu les non-originaires faire élire, ils élisent déjà un député.
nationale dans la ville, ils élisent des députés à Mambasa, à Irumu. Bon, vous allez croire que vous pouvez encore faire des choses qui ont été faites en 99, ici ça ne va pas fonctionner. Donc j'existe des arrestations de tous ces gens, parce que nous savons les gens qui sont en train d'aller en Ouganda, aller rencontrer les M23 complotés et dire que... Ben, c'est au service de les faire, moi ce n'est pas mon travail. Chacun doit faire les siens. Ce n'est pas à moi de commencer à dénoncer des gens. Et pourquoi il y a l'ANER ici? Pourquoi il y a des MIAP? Pourquoi il y a tout ça? La police? Pourquoi il y en a? Ce n'est pas mon travail, moi, il faut que chacun fasse son travail. Et si les gens sont défaillants dans leurs travaux, si les gens ont peur des individus, d'arrêter des individus qui sont en train d'aller notamment chaque jour comploter contre le pays, c'est que c'est ces gens-là, ces services-là, les responsables ne sont pas à leur place. Nous allons demander leur départ, tout simplement. Il faut aider le gouverneur Luboya qui est en train de faire un travail remarquable. Et chaque service doit faire son travail. Ce n'est pas le gouverneur Luboya qui doit commencer à diriger l'ANER, diriger des MIAP, diriger la police. Il y a des officiers partout là-bas. Et ils reçoivent l'argent du contribuable congolais. Mais quel est le travail que vous nous faites, vous aussi? Trouvez-nous les gens qui sont entrés. Le rapport est clair, le rapport a même cité des noms. Arrêtez-nous ces gens là-bas. Qu'ils soient des miliciens, qu'ils soient des qui, arrêtez-nous ces gens d'abord. Il n'y aura pas d'M23 à Ituri et nous n'allons pas l'accepter. Merci. Nous sommes arrivés au terminus de cette émission qui avait réussi pour vous aujourd'hui Luc Malembe. Et moi, après notre dernière retrouvaille, je ne me rappelle plus où est-ce que nous étions, mais dis-moi, il s'agissait de la campagne électorale, des élections des sénateurs. Voilà, aujourd'hui, vous avez suivi les contours que nous avons eu à faire avec l'acteur politique Luc Malembe, Patrick Ndibousse et moi. Je compte vous retrouver d'ici là. Portez-vous bien et sachez que chaque jour est une chance de rendre sa vie meilleure. Au revoir.